Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en direct des Pyrénées. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les agriculteurs et les agricultrices de cette région. Alors cette semaine, on va tordre le cou à pas mal d'idées reçues et puis aussi on parlera du rétrofit électrique pour les tracteurs. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. On vous avait pas tout montré d'Innovagri. Ok, la semaine dernière, on avait un peu bavé devant le matériel. Là, on s'est donné un défi. Poser des questions qui tuent, directes, précises, tactiques, avec le soupçon d'insolence qui fait le sel de notre émission. Imaginons, je suis agriculteur, je veux diversifier mes revenus, l'agrivoltaïsme, ça a l'air cool, mais sur mon exploitation, il n'y a pas moyen, djaja. Du coup, est-ce que je peux investir dans l'agrivoltaïsme quand même ? Instinctivement, on dirait que pas vraiment. Mais au stand de la Chambre d'agriculture Haute-Garonne, la réponse nous a étonnés et questionne même sur l'économie de l'agrivoltaïsme. Moi, j'aime quand on est capable de bousculer ce qui existe déjà et justement, avec la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, il va falloir arrêter de tout bousculer. C'est un peu dans nos habitudes visiblement, on est la seule chambre d'agriculture issue des jeunes agriculteurs, donc on bouscule ce système et on souhaite partager la valeur de l'agri-PV. Alors voilà, justement on va en parler. Je suis agriculteur, j'ai pas forcément envie d'avoir des panneaux, mais je peux investir dans une société où vous dites c'est les agriculteurs qui vont piloter. Oui, parce qu'aujourd'hui tous les modèles proposés, c'est simple, on partage la valeur au premier niveau, propriétaire, exploitant agricole sous les panneaux photovoltaïques et un développeur qui arrive avec des fonds, ces fonds qui viennent de France et de Navarre. Les dividendes sont créés sur notre territoire et quittent notre territoire parce que beaucoup des fonds viennent souvent de l'étranger. Donc dans l'idée, nous on souhaite que les agriculteurs deviennent investisseurs. Alors ça va être l'idée de créer une société, une SAS avec un pacte d'actionnaires et puis une rentabilité qui est quand même très intéressante, entre 8 et 16%. Oui, alors voilà, les chiffres c'est toujours un peu vague, c'est pour ça qu'on prend des fourchettes assez grandes. Avec l'agri-PV, si on met 200 ou 300 000 euros sur divers projets d'agri-photovoltaïque en Haute-Garonne, on va avoir une rentabilité de l'ordre de 9 à 12% avec un retour sur investissement à 12 ou 14 ans. On n'a que 400 euros par mois pour vivre en Haute-Garonne, on est un des départements de France les plus pauvres. Donc on ne peut pas rester sur nos exploitations et ne pas prendre de risques. Il faut que les agriculteurs prennent des risques, ce sont des entrepreneurs à l'échelle de leur exploitation. Il faut qu'ils deviennent encore plus investisseurs, sachant que la Haute-Garonne, si les agriculteurs ne sont pas investisseurs, ça sera à peu près une trentaine d'exploitations qui verront des projets d'agri-photovoltaïque. Nous, avec notre modèle, on a vraiment la volonté de vouloir 300, 400, 500, voire 600 agriculteurs qui croquent dans le gâteau, parce que le terme c'est celui-là. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on ait au moins 51% du capital détenu par les agriculteurs pour qu'ils soient maîtres de la société de projet PV. On a des développeurs qui nous suivent pour développer le projet, le mettre en phase, le mettre en production, et on encadrera tout ça en accompagnant les agriculteurs à gérer le projet agri-photovoltaïque. Et puis j'ai aussi entendu dire que vous allez créer une charte et une sorte de label pour les projets. Nous, pour faciliter derrière l'acceptation administrative, sociale, des agriculteurs, etc., on a créé un comité d'orientation nouvelle énergie et ce comité d'orientation nouvelle énergie, composé de l'administration, des DT, des syndicats agricoles, des banques, ils sont d'accord à 100% avec notre philosophie et nous ont accepté de créer un label. Donc ce label va permettre aux agriculteurs d'être labellisé, à un projet d'être labellisé, à un développeur d'être labellisé pour que derrière ce projet corresponde à nos volontés aux Garonnaises. Merci Nicolas, mais c'est vrai que tu ne vas pas te faire que des amis. Oui, on ne fait pas que des amis, mais l'essentiel moi c'est que j'ai été élu pour protéger, défendre et porter les agriculteurs, qu'ils soient investisseurs et essayer d'arrêter de n'avoir seulement que 400 euros par mois pour vivre en moyenne en Haute-Garonne. On cherche une autre victime pour une question qui tue. Donc pendant qu'on patauge sous un temps paradisiaque, on vous laisse avec un sujet tourné à quelques départements de là et au soleil, si. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre d'un agriculteur en Côte d'Or, implanté à Bèze, au nord de Dijon. Et vous en avez pris l'habitude depuis cet été, c'est en quelque sorte une nouvelle question qui tue. Alors, comment s'est déroulée la moisson ? Cette année, les moissons, c'est assez moyen. Une bonne surprise en colza. Après, en blé, que ce soit en terre légère ou en terre plus profonde, des rendements situés entre 50 et 60 quintaux, avec une bonne surprise dans certaines terres légères, mais moyennement une moisson plutôt mauvaise. Bon,
Pas de miracle pour Johan, comme pour la plupart des agriculteurs qu'on est allé visiter d'ailleurs. Pour repartir sur du positif, Johan a au moins évité la panne d'autoguidage cette année. L'année dernière, je me suis retrouvé avec une panne sur l'autoguidage de la moissonneuse. Une journée de travail n'est plus la même avec un autoguidage et sans autoguidage. Et la précision RTK est elle aussi quasi indispensable selon Johan. Le RTK est utilisé sur la totalité des travaux, du déchômage jusqu'aux épandages. Moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment de toujours passer au même endroit. Les passages de traitement, ils sont posés, on n'a pas à revenir dessus. Et l'autre avantage que j'y vois, c'est sur des travaux de binage. Donc aujourd'hui, on fait du binage sur les maïs. Et à l'avenir, le RTK pourrait permettre de faire du binage de précision dans des cultures comme le colza qui sont semées à moins de 40 cm. Et pour la solution utilisée par Johan, il y a une fonctionnalité qui le séduit particulièrement. La solution Intrax au niveau du gain de temps, comme tout système d'autoguidage, pas besoin de jalonner ni de perdre de temps pour descendre du tracteur pour mesurer. Après, le gros avantage que j'ai vu sur Intrax, ce qui a été la bonne surprise au moment de l'installation, c'est de voir la gestion automatique de demi-tour qui, au niveau des semis ou par exemple un déchômage, permet de gagner un temps énorme. La solution va se placer directement sur la ligne la plus appropriée. Et ça y est, on a notre nouvelle victime. Nous l'avons trouvée sur le stand de Vensis, un groupe spécialisé dans les solutions électro-hydrauliques et électromécaniques auquel appartient Hydrokit, une boîte prometteuse qu'on avait visitée en 2019, souvenez-vous. Le groupe s'est pas mal développé ces dernières années. Parmi ses nouveaux champs de compétences, la robotique et l'électrique. Oh, ça tombe bien, on est pour le moins sceptique quant à la démarche qui consiste à utiliser un max de ressources, faire carburer des usines pour reconstruire de nouveaux véhicules, au nom d'une planète plus verte. Alors, on se demande directement si proposer du matériel électrique neuf, ça ne sert pas un petit peu à rien sur le plan écologique. Alors, l'électrification dans la décarbonation, effectivement, on peut vraiment se poser la question, puisqu'aujourd'hui, produire un matériel neuf, électrifié ou pas d'ailleurs, va puiser des ressources dans la planète, et il n'est pas dit que ces ressources, on les ait encore demain. Il est même dit que ces ressources sont quasiment totalement épuisées au bout de 6 mois de production dans l'année. Alors nous, c'est le défi qui nous anime. C'était effectivement produire une machine électrique, mais de manière décarbonée. Comment on y est parvenu ? Eh bien, on a pris un tracteur qui avait 15 ans, auquel on redonne une vie, voire 2 vies, puisqu'en l'électrifiant, la totalité des composants vont beaucoup mieux vieillir. Le fonctionnement est totalement transparent puisqu'on va conserver tout le contrôle commande d'origine. La machine, elle a un numéro de série, il n'y a rien qui change. On a simplement retiré le thermique, remplacé par un moteur électrique et une batterie. On y a ajouté quelques briques technologiques qui vont permettre de gérer la transmission de puissance. Mais le fonctionnement est totalement transparent. Il est évident qu'aujourd'hui, on travaille sur des unités, donc ce sont des prototypes. On n'est pas pertinent encore en termes de coût de production, mais on y travaille puisque notre métier, c'est le kitting, proposer des solutions via des kits qui vont permettre ce qu'on appelle de rétrofiter des tracteurs pour leur donner une seconde vie, mais avec un bilan décarboné. Alors, du moteur électrique au robot autonome, on se dirige certes vers une agriculture connectée, mais aussi branchée au réseau électrique. Ça a soulevé chez nous une question qui tue, qu'on s'est empressé de poser à Enedis. Plaçons un petit peu de contexte. Enedis, c'est le service public de la distribution d'électricité en France. À ce titre, nous accompagnons la mobilité électrique partout et pour tous. Partout, c'est aussi pour le monde agricole. Notre réseau HTA et BT, haute tension et basse tension, est présent à proximité des parcelles qui sont cultivées en France. On a fait une étude, 80% des parcelles qui sont cultivées en France sont à moins d'1,5 km de notre réseau HTA. Alors, nous imaginons effectivement pour l'avenir, lorsque la mobilité électrique pour le monde agricole, que ce soit des robots ou des tracteurs, pouvoir proposer des raccordements électriques qui permettront la recharge semi-rapide ou rapide des engins électriques dans les champs. Alors, on quitte le salon Innovagri, pour de vrai cette fois-ci, et je sais pas pour vous, mais après ces matériels tout récents, ces approches ultra modernes de l'agriculture, eh bien je me taperais bien un petit shoot de nostalgie avec un increvable. On en a trouvé un en Bretagne.
Alors on se trouve devant un Fiat 880 de 1984. Sous ce capot, il y a donc un moteur Fiat de 90 chevaux, 5 cylindres. Donc j'ai acheté ce tracteur-là il y a 25 ans. D'occasion, j'ai besoin d'un tracteur secondaire pour faire les petites tâches. Alors, parmi ces petites tâches, il y a donc du rabot, il peut y avoir de la fendeuse éventuellement, entre autres. Alors, je recherchais un tracteur tout simple, pas besoin de clim, pas besoin de relevage électronique, vu du fait que c'était vraiment pour faire du travail secondaire, c'était pas dans un tracteur de tête que je demandais. Alors l'entretien est tout simple, une vidange, changer les filtres à fioul, un coup de nettoyage de temps en temps. J'espère bien qu'il soit reparti au moins pour 20 ans. Il me reste de toute manière à peu près 15 ans à faire. Donc je compte l'amener jusqu'au bout et même, je pense, le garder par la suite. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi découvrir chaque jour de nouvelles vidéos. Et puis aussi, la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans le cadre du Salon Space à Rennes. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.